Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 21 mars 2025. Au sommaire de cette édition, une entrevue avec le journaliste Pierre Craig qui anime une nouvelle série de podcasts proposée par Médecins du Monde qui parle du droit à la santé. On va en parler plus en détail avec lui. On va aller à Québec, parler à Charles Benoît de Ubisoft, qui vient de sortir cette semaine la nouvelle aventure de la franchise Assassin's Creed. Et puis toujours à Québec, on va s'entretenir du calendrier numérique de la vieille capitale avec la directrice générale de Capitale Numérique qui prépare 2 gros événements qui s'en viennent pour le printemps. Sinon, il y a mes collègues, Stéphane Berthomet pour nous parler de promotion du podcast québécois. Stéphane Ricoul va nous parler de cette vague de robots humanoïdes qui va déferler sur nous. Et puis Jean-François Poulain nous parle d'expérience spectateur avec son invité. Et puis avant tout ça, on va aller faire un tour à Paris pour parler d'actualité de la semaine avec Jérôme Colombin. Il y a pas mal de stock, vous allez voir. Alors voilà, c'est le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Marc Chénier, Bernard Parent, Rima Boutmer, Jean Boudreau et Nicolas Boitin-Turbin. Merci à vous 5 pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais que je vous sais à l'écoute. Merci de m'accueillir entre vos 2 oreilles. Je sais que vous êtes des milliers parce que je vois les chiffres là toutes les semaines, mais bon, alors comme je ne peux pas tout vous nommer, je vous salue en grande et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, en route vers Paris pour rejoindre mon collègue et ami Jérôme Colombin et parler d'actualité numérique. Le débrief transatlantique, nous traversons l'océan Atlantique pour passer de la France au Canada ou du Canada à la France. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin à Paris. Merci de m'accueillir dans ton podcast, dans ton carnet et tu es le bienvenu dans le monde numérique. J'allais dire pareillement, mais c'est déjà fait. Alors voilà. Une actu de fou cette semaine, Bruno. On est gâtés. On est gâtés, mais je ne sais même pas si on aura le temps de parler de tout. Écoute, tout d'abord, il y a cette décision un petit peu surprenante qui fera pas forcément plaisir aux personnes comme toi et moi, gros utilisateurs de l'assistant intelligent Alexa d'Amazon, puisque apparemment, il y a du changement et il va se passer des choses à l'intérieur d'Alexa. Désormais, tout ce qu'on va dire à Alexa va partir sur les data centers d'Amazon, c'est ça? Oui, mais c'est pour notre bien. Tu comprends bien. Bien sûr. Oui. C'est donc Amazon qui a fait l'annonce officiellement. Donc, maintenant qu'elle a Alexa Plus, qu'elle est en train de faire le déploiement à travers le réseau, ils ont tout simplement enlevé le opting out. C'est pas tout le monde qui avait cette possibilité-là, mais si tu utilisais un appareil Echo avec un écran, donc tu avais toujours la possibilité parce qu'il y avait assez de puissance dans le processeur. Ouais. Donc, tu pouvais faire travailler la machine et régler la recherche localement. Mais là, avec cette nouvelle possibilité d'utiliser Alexa Plus, alors ils ont dit, regarde, on va pas se badrer, expression très québécoise. On va pas se quoi? Se badrer. On va pas se préoccuper. Ah d'accord, ok. Alors, on Merci. va pas se badrer et on va tout simplement couper cette possibilité de opting out et donc, de facto, systématiquement, donc à la fin du mois, là, chaque fois que vous allez interpeller Alexa, comme on est en train de le faire, et là, j'imagine tous les appareils des auditeurs qui deviennent fous, toutes les demandes vont être faites, là, vont traverser l'Atlantique ou être servis localement en Europe, mais vont aller dans les centres de AWS pour être traités. Alors, il y a une logique technologique, c'est-à-dire que comme Alexa Plus est boosté à l'intelligence artificielle, il faut des ressources, donc il faut aller les chercher dans un data center. C'est vrai que quelque part, ça se comprend. Sinon, il faudrait des appareils, il faudrait changer tous les appareils. D'ailleurs, ils sont en train de travailler sur une nouvelle génération d'appareils. Oui, mais c'est logique. Enfin, tu dis c'est ce qu'ils souhaitent. Moi, je trouve que ce qui est quand même pas mal, c'est que Alexa Plus va fonctionner sur, y compris des machines un petit peu anciennes. Alors, pas les plus anciens, mais sur des assistants qui ont déjà quand même quelques temps. Ouais, mais le problème, c'est que, évidemment, ça va faire peur à tout le monde, ça, parce que en termes de confidentialité des données, déjà qu'il y a, chez certains, un peu de méfiance par rapport à Alexa. Même s'il faut rappeler que jusqu'à présent, c'est uniquement
après qu'on ait déclenché l'appareil, que ce qu'on peut dire est enregistré ou est envoyé. Ouais. Mais bon, là, ça va faire un peu flipper, en fait. Ouais, mais il y a aussi puis tu commençais à l'évoquer, mais moi je vais poursuivre sur ta pensée. Merci beaucoup. Il y a une approche mercantile là-dedans aussi. C'est le fait que en enlevant le opting out sur tous les appareils qui existent présentement dans le parc des bornes d'Alexa, ce qu'on va permettre de faire, c'est d'arriver avec des appareils évolués et évidemment les gens vont vouloir avoir cette possibilité de faire le traitement localement. Alors, il y a probablement des super utilisateurs comme toi et moi qui vont décider d'acheter des nouveaux appareils pour que ça se passe chez eux. Ouais. Tu crois que les gens vont acheter un nouvel appareil pour justement ne plus avoir à aller dans le data center? Ouais, mais évidemment, il y aura de la valeur ajoutée là-dedans, là. Ouais. On s'entend. Après, c'est des choses qui existent depuis longtemps avec les smartphones, hein. Oui, tout à fait. Je veux dire, ça a toujours été ça. Siri a toujours tout envoyé dans le cloud. Et c'est maintenant, avec des smartphones plus puissants, qu'on arrive à faire la machine arrière localement. Et à traiter localement. Voilà. Juste, je voudrais préciser pour les gens qui nous écoutent ce que tu dis là, l'opt-in out. Comment tu dis? Opting out. Opting out. Opt-in, opt-out, c'est le fait de activer ou désactiver volontairement une fonction. Molière aurait dit pour opter in, opter out. Non, mais tu me permets de traduire ton québécois? Non, c'est pas gentil ce que je dis. Oui. J'ai tellement hâte que tu me parles de tous les courriels que tu vas avoir reçus de tes auditeurs et des miens. Ouais. On continue, tu disais? Mais non, ils savent qu'on s'aime. Dis-moi, il y a une autre news en matière d'IA. T'as vu ce truc, Amazon? Non, mais je veux t'entendre là-dessus, moi. Non, mais moi, j'ai rien à dire. Mais... Non, je suis sûr. Non, c'est pas Instagram. Amazon. Instagram va faire des commentaires générés par intelligence artificielle. Ouais, mais c'est Meta qui est en train de tester ça. Heureusement, je suis pas tombé sur ce genre de test là parce que j'aurais dit n'importe quoi, mais c'est donc Instagram qui a décidé de tester la possibilité de laisser des commentaires, donc de les générer avec l'IA. Donc, c'est-à-dire tu regardes, tu vois une vidéo, tu veux dire un truc, t'as même plus besoin de l'écrire, en fait. T'as même pas besoin de penser à ce que tu veux dire. Il y a un petit crayon qui est là, t'appuies dessus, puis il va te proposer des choses à dire sur la vidéo. mais c'est bête comme ça parce qu'il peut analyser le contenu. Alors là, t'as même plus besoin. Tu sais, quand on parle de la paresse cognitive, là, ça, c'est tellement un bel exemple. T'as même plus besoin de te faire une opinion sur ce que t'es en train de voir. L'IA va le faire à ta place. Ouais, enfin bon, ça se fait déjà sur LinkedIn, hein, par exemple pour les réponses aux emails, etc. Oui, je comprends. Puis aussi dans Gmail, il y a déjà des outils qui existent comme ça, mais quand même. Est-ce que ça va faire baisser le niveau d'insultes? Enfin, il n'y en a pas trop sur Instagram, on n'est pas sur X. Que ça va assainir ou au contraire, ça va aseptiser en fait les commentaires? Mais les gens qui regardent, qui sont beaucoup dans l'analytique, moi j'ai hâte de voir s'il va avoir un impact sur l'engagement. Oui. Est-ce que les gens vont laisser plus de commentaires parce qu'ils ont juste appuyé sur un bouton puis envoyé n'importe quoi? Ouais, non, c'est intéressant. Ouais. Bah, écoute, je sais pas si ce sera mieux, mais en tout cas, c'est amusant qu'ils le fassent. C'est une expérience sympa. Mais c'est fou, cette paresse cognitive dont tu parles. Moi, j'ai fait un édito cette semaine, justement, pour dire que, de plus en plus, et on le sait depuis longtemps, les écrans nous rendent pas forcément intelligents, hein, scroller comme ça pendant des heures. Mais avec l'intelligence artificielle, avec l'IA, on va l'être encore moins. En fait, je pense que c'est pas l'IA qui va devenir plus intelligente que nous. C'est nous qui allons devenir plus bêtes que l'IA. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Là, tu parles de ton édito de vendredi, mais écoute, la veille, moi, j'avais vu un article de Bloomberg, qui est le patron de Bloomberg, qui en avait assez de voir toute la technologie débarquer dans les écoles. Et lui, c'est un grand coup de cœur en disant, là, il faudrait peut-être comprendre que la technologie ne doit pas remplacer ce qu'on utilisait avant, mais doit assister, compléter ce qui est là. Et effectivement, il y a comme une prise de conscience qui doit être faite. Là. La techno ne doit pas venir tout enlever, tout arracher parce que la paresse cognitive est au rendez-vous là, au coin de la rue. Mais il faut pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre parce qu'il s'agit pas non plus de revenir à l'âge de pierre on va pas se passer de ces outils-là. Le problème, c'est les utilisations déviantes, quoi. Ouais. Jérôme, tu me permets de faire une parenthèse. Quand on parle de l'âge de pierre, Pierre, il avait quel âge exactement? Écoute, il était vieux, hein, il était malade aussi. Donc, ouais. Est-ce qu'il va mieux? Je me suis toujours demandé, l'âge de Pierre, mais il a quel âge, Pierre?
C'est pas le même Pierre, parce que Pierre, c'est un Pierre avec un P minuscule. D'accord. Cette blague est nulle, Bruno Guglielminetti. Non, elle est on très dirait amusante. Du François Sorel. Ouais, mais oui, et d'ailleurs, on le salue. Mais ça permet de passer au prochain sujet. Oui. Tu voulais parler de souveraineté, je pense. Oui, souveraineté. Tu sais que c'est, évidemment que tu le sais, puisque c'est un gros sujet en Europe, et puis qui a pris encore plus d'importance avec le retour de Donald Trump et le fait que, ça y est, les Américains sont plus nos amis en plus. Hein. Ils sont plus les vôtres d'ailleurs non plus. Non plus. Mais heureusement que nous, on reste amis, oui. Canada et France et Europe. Ouais. Et donc là, en fait, c'est un truc très très sérieux. Hein. C'est une prise de conscience, c'est une lettre de 90 grosses industries françaises, une centaine même de grandes entreprises de défense, notamment Airbus, Dassault Systèmes, etc., qui ont saisi la Commission européenne pour dire que il fallait prendre les choses en main et développer véritablement des technologies numériques souveraines. Ça passe par de l'argent, évidemment, donc ils appellent à la création d'un fonds d'infrastructure pour soutenir tout cela. En gros, ça veut dire donnez-nous des technos françaises et investissez dans les françaises ou européennes ouais. Plus exactement. Parce qu'il y a un problème en Europe, c'est que la réglementation européenne interdit de privilégier les entreprises européennes. Et du coup, on met tout le monde à égalité. Tu mets du Microsoft, du Google, et puis des boîtes qui sont pas aussi avancées. Et à chaque fois, eh bien, les entreprises se font coiffer. Voilà, elles vont choisir les GAFAM pour s'équiper, etc. Alors que aux États-Unis, c'est pas comme ça, puisque eux, ils se privent pas pour appliquer. Ils priorisent les entreprises américaines. Ils priorisent encore plus aujourd'hui, mais ils le faisaient déjà depuis longtemps. Aussi bien pour les grosses infrastructures que pour les petites. Il y a ce qu'on appelle le Small Business Act, qui oblige à faire appel aux petites entreprises américaines, et puis même pour les grosses. Et c'est comme ça que les géants de la tech sont devenus ce qu'ils sont. SpaceX, Tesla, etc. Il faut pas oublier qu'Elon Musk est allé prendre de l'argent public. Je pense qu'il est rendu à 32 milliards de dollars qui viennent des caisses de l'État. Exactement. Donc, alors, il a fourni des choses en échange. Il a fait des fusées, il a fait des voitures, il a fait plein de trucs. Mais c'est aussi ça a été financé par les contribuables américains. Exactement, complètement. Donc là, nous, c'est une prise de conscience supplémentaire, en fait. Mais ce que je trouve intéressant, moi, dans cette déclaration ou cette lettre qui a été envoyée, c'est que d'habitude, on entend ça de la part des politiciens. Ouais. Mais là, ce sont des gens du secteur privé qui disent « Hey, c'est important là, qu'il y ait une prise de conscience et qu'on bouge. » Parce que, justement, la souveraineté du pays et du continent est en jeu. Et ça, moi, je trouve que c'est un geste fort. De ramener 90 entreprises là, dans un même document. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Mais là, on voit finalement qu'il y a un truc. Puis d'autant plus que, moi, cette semaine, quand j'ai vu ça passer, j'étais sensible parce que notre nouveau premier ministre, Mark Carney, il s'est rendu en Europe cette semaine pour justement, dans le cadre des accords de défense et autres, s'assurer que les Européens, et la France aussi, parce qu'il est passé voir son bon ami Emmanuel Macron, s'assurer que l'Europe était toujours là, prête à aider le Canada, mais aussi rappeler que le Canada était là pour jouer avec les Européens. Et moi, donc j'ai été sensible à cette appel-là parce que on a la même réalité. Exactement. Aujourd'hui, il y a un axe européano-canadien qui est beaucoup plus fort qu'avant, je pense. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs... vous, il y a des choses, il se passe des choses aussi. Il y a une prise de conscience aussi chez vous. Oui, tu m'amènes là. Écoute, on est sur un autre niveau, mais il y a une campagne qui a été lancée par un podcasteur de longue date canadien qui, là, est en train de balayer le pays et il a simplement invité les podcasteurs canadiens, en grande partie là, canadiens et anglais, à carrément ajouter à leur couverture de podcast, donc ce qu'on voit là, quand on cherche sur iTunes ou Spotify un podcast, donc d'ajouter une feuille d'érable pour identifier que le podcast est canadien. Et la raison pour laquelle il a dit ça, c'est que quand on va sur les plateformes là, qui font l'agrégation de podcasts, ça commence depuis le début. C'est difficile de faire la différence entre un podcast canadien
anglais et un podcast américain. Et là, ils se sont dit, ben là, quand on regarde les palmarès, on voit plus qu'est-ce que c'est. Et quand on demande maintenant aux gens, par solidarité, de consommer local et donc d'écouter des podcasts canadiens, on ne sait plus qu'est-ce qui est canadien et ce qui l'est pas. Alors, ils ont dit, en apposant la feuille d'érable, maintenant, rapidement, quand on voit sur un site d'agrégation de podcasts, on pourra voir. Oui, non, je trouvais que c'est un beau geste. Ils vont le faire aussi pour les podcasts francophones ou pas du tout? Parce que le problème, il se pose aussi pour les podcasts francophones. Quand tu cherches des podcasts qui parlent en français, aujourd'hui, on ne sait pas si ça vient de France, si ça vient du Québec, si ça vient de Suisse, etc. Ouais, ben ça, c'est encore la belle surprise à découvrir quand on l'écoute. C'est pas faux. Mais là, on parle vraiment d'un truc, écoute, c'est presque de l'ordre du politique, là, quand on est en train de faire ça entre le Canadien et les Américains. Mais le geste est symbolique, mais le geste est aussi fort. Non, c'est intéressant. Bon, d'autant plus que le podcast, tiens, et puis faut qu'on en dise un mot, et puis après on raccroche. Mais excuse-moi, j'ai une émission à finir, hein, et toi aussi. Mais t'as vu que le podcast cartonne notamment auprès des jeunes, c'est bien ça, non? Oui, puis les chiffres sont intéressants. On se rend compte que finalement la génération Z, ce qui priorise, c'est l'audio. Alors qu'on est en train de voir... Les Z, c'est qui? C'est lesquels les Z? Moi, je sais jamais. C'est les tout petits, quoi. Non, c'est pas les tout. Arrête. Ils ont l'âge de tes enfants et des miens. Oui, ben c'est ça, c'est des petits. Ouais. Non, c'est pas on va leur dire qu'ils sont des tout petits. Les tout nés petits entre la fin des années 90 et la fin des années 2000. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait l'impression que quand tu regardes YouTube, tout est en train de tourner à la vidéo. Et là, finalement, on se rend compte que non, la nouvelle génération qui sont les plus grands consommateurs de podcasts, eux, c'est l'audio qui est important. Alors, c'est une bonne nouvelle. Génial. Continuez à écouter. Et puis, vous allez même pouvoir commenter maintenant et commenter avec des emojis. Hein? C'est incroyable, ça. C'est Spotify qui lance un truc, qui lance ça? Ouais, puis ça, quand j'en ai parlé cette semaine à 120 secondes de tech, je disais, ça sera la façon simple de savoir un podcasteur si vous avez aimé ou pas son podcast, dépendamment de ce que vous enverrez. Mais donc, c'est ça. Alors, pour les gens qui veulent pas faire comme sur Instagram et demander à l'IA d'écrire un commentaire, vous pouvez tout simplement utiliser un emoji. C'est-à-dire que là, les gens qui nous écoutent là en ce moment, s'ils nous écoutent sur Spotify, ils peuvent, sur leur appli, envoyer un emoji et qui est calé sur ce qu'on est en train de dire précisément. Oui. Ouais, c'est ça. Comme s'ils émettaient un commentaire écrit, alors on saurait où ça arrive. Nous, après, en tant que podcasteur, on peut voir tout ça, on peut on peut les voir. Oui, de là l'intérêt. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, c'est bien. Le podcast ne cesse de se moderniser. Ouais, c'est l'avenir. C'est magnifique, l'audio. Sinon, Jérôme, de ton côté, tu parles de quoi? Alors moi cette semaine, écoute, on va prendre de la hauteur. On va parler un peu business. Je m'adresse aux DSI. Les DSI, c'est les responsables de tous les systèmes d'information dans les entreprises, qui ont une vie, un métier de plus en plus difficile parce qu'avant ils devaient juste acheter des ordinateurs, les mettre à disposition des gens qui travaillent, etc. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, il y a des questions de cybersécurité. Ils sont vraiment de plus en plus associés à la réussite de l'entreprise. On leur demande de contribuer à la performance de l'entreprise. Et en prévision d'un événement qui va avoir lieu au mois de mai à Monaco, je reçois l'organisatrice de ce salon qui s'appelle Ready for It. Et puis, on prend de la hauteur également avec la publication d'un rapport sur l'intelligence artificielle et la démocratie en Europe. Et je fais une interview croisée, en fait, c'est original, entre les deux auteurs de ce rapport qui sont Jean-Marie Cavada, ancien journaliste, ancien député européen, et Bernard Benamou, qui lui aussi œuvre depuis longtemps pour la souveraineté numérique en France. Voilà, les deux sont en interview dans Monde Numérique cette semaine. Mais là, tu prends tellement d'auteur avec cette émission-là, donc c'est un épisode stratosphérique. C'est stratosphérique, il faut s'accrocher, je vais te dire, ça vole très très haut. Éditorialement parlant, je te félicite. Merci Bruno. Et tu as tout mon respect. Jérôme, tu le disais, tu as un épisode à poursuivre. Oui. J'ai le mien à poursuivre également. Alors, je te dis à la semaine prochaine. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Ciao. Merci pour ta visite. Salut, bye. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti.
Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. Techno avec Bruno Guglielminetti. Ah, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette musique-là, ce thème-là? Ben moi, oui. Hein. Il y a 20 ans, cette semaine, je mettais en ligne le tout premier vrai podcast de Radio-Canada. Je dis tout premier vrai podcast parce que la première fois que j'ai déposé en ligne un fichier audio à écouter, c'était à l'époque de RadioNet, c'était en 1995, mais à l'époque, le podcast n'existait pas. C'était un fichier en Real Audio, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Mais donc, le vrai podcast natif, c'était à partir de 2005, et donc, c'était la première fois. C'était le vendredi 18 mars 2005, et la balado, ben, c'était celle du Carnet Techno, qui durait à l'époque un gros 3 minutes pour brosser une rapide revue de l'actualité de la semaine. Heureusement, le podcast a duré 5 ans et puis il a changé de format. C'est devenu rapidement un 30 minutes au plus grand plaisir des auditeurs parce que les gens, ils aimaient ça. Ils étaient des milliers chaque semaine à écouter ça. D'ailleurs, ça a tenu toujours dans les 3 premières places du palmarès de Radio-Canada jusqu'à la toute fin. Mais la raison pour laquelle j'en parle cette semaine, c'est que je voulais absolument saluer la vision des gens de la direction de l'époque de Radio-Canada qui m'avaient laissé tenter cette fois l'aventure. Et on sait aujourd'hui où ça les a amenés avec leur service audio et les milliers d'heures d'émissions disponibles faites d'émissions de rattrapage, mais aussi et surtout de production originale. Des choses qu'on n'aurait probablement jamais entendues à la radio ou encore à la télé si elles n'avaient pas été offertes en format de balado. Et c'est ça qui est important. Alors voilà, bonne fête aux artisans du podcast à Radio-Canada. Puis si vous faites du podcast, ben bonne fête à vous aussi. L'été dernier, je me suis embarqué dans un projet un peu fou, celui de réaliser une série documentaire pour l'organisme non gouvernemental Médecins du Monde Canada. Une série qui allait parler autant de leur travail à l'étranger pour aider, par exemple, les migrants qui se déplacent à travers la planète pour bouger, trouver un monde meilleur pour vivre, que des peuples en difficulté dans leur propre pays. Puis, c'était aussi important de parler de leur travail ici, parce que chez nous, ils viennent en aide aux plus démunis de notre société. Et parallèlement, on voulait parler avec eux, on voulait parler du contexte dans lequel ils travaillaient, de leur santé, et de leur sécurité. Mais pour arriver à raconter ces histoires, ça prend du monde. Et ça a commencé avec Melissa Cabana, chez Médecins du Monde, qui a été notre phare, notre guide pour nous aider à nous retrouver à travers tous ces aidants qui sont sur la planète. Et puis, il y a eu l'équipe de production, en commençant par le producteur de la série, Stéphane Berthomet, qui m'a proposé cette aventure. Merci beaucoup. Il y a 2 recherchistes de grand talent qui ont posé toutes les questions à nos invités et à des gens qui connaissaient bien le sujet que nous avons abordé. Je parle de Marie-Josée Roy et Annabelle Tasse. Je vous remercie. Et puis, il y avait l'animateur, celui qui donne une voix à ce projet, une âme en quelque sorte. Et lui, c'était Pierre Craig. À tout ce beau monde-là, je veux dire merci. Merci pour leur travail, leur patience et leur engagement dans ce projet. Mais pour vous parler de la série, de son contenu, des sujets abordés, je me dis que la meilleure personne, c'est encore celui qui a eu toutes ces rencontres marquantes. Bonjour Pierre Craig. Bonjour Bruno. Pierre, si je t'ai invité sur mon carnet cette semaine, c'est parce que je veux que tu me parles d'une série qui vient d'être lancée. C'est la série Un monde en santé, c'est Médecins du Monde qui lance ça, qui propose ça aux auditeurs. Comme tu l'as animé et comme tu es passé à travers toutes ces entrevues, toutes ces rencontres, comment toi, tu présenterais cette série-là? Je dirais aux gens, écoute, je suis journaliste depuis 48 ans, là. Hein? Même quand je fais des farces là-dessus, je dis je suis journaliste depuis le Big Bang. J'ai appris des choses. Il y a des choses dont j'étais totalement ignorant. Ce que je dirais, c'est que vous allez apprendre des choses dans cette série-là. Ça va vous surprendre parfois. Vous allez ressentir de l'émotion. C'est vraiment une série qui porte sur le droit à la santé et on se rend compte, tu sais, nous, on se pose pas de questions sur le droit à la santé. La seule question qu'on se pose, c'est, bon, combien d'heures je vais attendre à l'urgence?
Écoute, il y a des gens qui ont parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et qui n'ont pas nécessairement accès au Québec à des services de santé. Hey, moi, quand j'entends ça, là, le poil se dresse, là, tu sais, je veux dire, voyons donc, là. Donc, c'est ce genre de série-là, que ce soit à travers les personnes en situation d'itinérance, que ce soit à travers les migrants, que ce soit à travers les consommateurs de drogue. Écoute, c'est vraiment une série que je trouve extraordinaire. C'est moi qui l'ai fait, là. Mais tu sais, quand on anime une série, on prend des informations que des gens trouvent, puis on les assemble. Alors, les informations, c'est pas Pierre Craig qui les a trouvées, c'est des gens. Annabelle Tasse, qui était journaliste à la recherche, nous a trouvé beaucoup de choses. Marie-Josée Roy était là au début avec nous. J'ai appris tellement de choses que ça, je dis aux autres, écoutez-la. La beauté d'un balado, un balado, c'est un livre raconté. Hein? J'ai fait ça. Tu vois, je m'entraîne, j'écoute le balado. À un moment donné, j'arrête parce que j'ai pas écouté le 35 minutes et je le reprends. Ça vaut vraiment la peine. Il y a 6 épisodes dans cette série-là. Est-ce qu'il y a des sujets qui... T'as dit que tu as appris, puis c'est vrai que dans chaque épisode, quand on a eu la chance de rencontrer des gens, on a appris. Mais est-ce qu'il y a des épisodes qui particulièrement t'ont marqué de par les rencontres, de par ce que tu as appris? Je te dirais que il y en a peut-être une... OK, je vais parler de plusieurs. Les routes migratoires. Ça, c'est un des derniers qu'on a fait ensemble. Écoute, je n'imaginais pas. D'abord, je ne savais pas, et je vais dire un mot aux gens, là, et je vais dire le mot route du Darien, jungle du Darien. Bon. Allez sur votre application carte, sur votre ordinateur, allez sur le pays Colombie, en Amérique du Sud, allez au nord-ouest de la Colombie, et là, c'est l'endroit où la Colombie se joint au Panama. OK? Ben, dites-vous qu'il y a un rapport avec le chemin Roxham. Tu sais, là, quand on voyait les dizaines et les centaines de personnes qui passaient sur le chemin Roxham, ça nous dérangeait en quelque part. On se dit, mais oui, mais voyons donc, qu'est-ce qui... Oups! Puis là, j'ai compris. Là, j'ai compris. D'où venaient ces gens-là? Les Haïtiens, là, qui passaient par le chemin Roxham, ils n'avaient pas pris l'avion, même pas en classe économique, le train, le bateau, whatever. Non, non, non. Ils ont marché, ils sont partis d'Haïti, ils sont aboutis par bateau, j'imagine, en Colombie ou au Brésil. Ils ont marché, autobus, n'importe quoi. Trouvé des moyens de transport jusque dans le nord-ouest de la Colombie. Et là, pendant des jours, victimes de passeurs, de narcotrafiquants, de groupes armés, ils ont traversé une jungle. Écoute, les gens là du chemin Roxham, ils avaient fait tout ça. Ça change drôlement la perspective. Tu sais. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet épisode-là, c'est que tu as la chance de parler avec un médecin qui est là avec son équipe de médecins du monde suisse et qui intervient à les aider à différents points de ces endroits-là. Puis sinon, c'est une chance, et là j'en parle, puis j'ai la chair de poule, de parler à une femme qui est passée à travers ça. Elle, c'est une Camerounaise, une Africaine, imagine. Elle, partie de l'Afrique. Et pourquoi? Tu sais, dans le fond, on se demande, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont, là? Tu sais, il y a quasiment, des fois, on se dit presque, c'est fatigant. Tu sais, on se dit presque ça. Puis quand tu te mets à regarder, puis même pas à réfléchir, juste regarder, juste t'informer un petit peu plus. Écoute, cette femme-là, je vais prendre son exemple. Son mari a filmé une manifestation qui a mal tourné dans son pays, le Cameroun. Il a été menacé de mort parce qu'il avait il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Puis comme c'est un homme courageux et humain, il a pris sa caméra parce qu'il voulait dénoncer certaines choses. Il a été menacé de mort. Il fallait qu'il parte. Là, je te parle d'une dame avec un bébé dans le bedon, plus 2 jeunes enfants, 2 ans, 4 ans, plus son mari, là. Ils partent. Ils vont faire la route. Le Brésil, la Colombie, la jungle du Darien, ils vont se faire voler. Écoute, et tu dis, mais voyons donc. Tu sais, moi, je me rappelle d'avoir vu les images de ces colonnes de migrants qui remontent vers le nord, l'Amérique centrale, vers le Mexique et ultimement vers les États-Unis ou pour certains vers le Canada, mais je me doutais jamais qui provenaient de là. Sais-tu, il y en a combien qui sont passés par la jungle en 2023? 520 000. Pas 2000, pas 200, 520 000. Puis là, évidemment, M. Trump arrive au pouvoir, parle au Panama, c'est bien effrayant l'immigration, ils empoisonnent, ce sont ces mots, ils empoisonnent le sang de l'Amérique. Alors là, ils vont bloquer le plus possible les routes utilisées par les migrants dans la forêt, dans la jungle du Darien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu penses-tu qu'ils vont arrêter quand tu es menacé de mort ou quand tu crèves de faim puis que tes enfants pèsent 2 livres? Ben, t'as comme pas le choix.
tu t'en vas en espérant trouver un endroit où tu vas pouvoir élever tes enfants à peu près normalement. Alors, c'est ce qu'ils font. Et avec les blocages de la route qu'ils empruntaient, la route du Darien, ben, ils vont emprunter d'autres routes qui vont être encore plus dangereuses. Puis on n'a pas fini de voir des naufrages parce qu'ils vont être forcés de passer de la Colombie au Panama par bateau ou je sais pas quoi. Et ben, on va en voir d'autres. Pierre, avant que je t'interrompe, parce que je voulais absolument que tu me racontes ce bout-là, puis ça, c'est rien à côté de l'entrevue que tu as fait avec la dame, tu allais nous parler de décriminalisation de la drogue. Écoute, ce que j'ai découvert, on a intégré tous, autant que nous sommes, même avec des esprits ouverts, on a intégré, je sais pas quoi, le jugement sur les consommateurs de drogue. C'est intégré en nous. Puis là, ce que j'ai découvert, c'est que pire que la drogue elle-même, qui a fait quand même, un peu, j'ai des chiffres depuis 2000, en 10 ans, je pense, ça a fait 40, ça fait 22 morts par jour. Au Canada, c'est pas compliqué, là. 22 morts par jour, 40 000 en 10 ans, des surdoses. Ce que j'ai compris avec ce sujet-là, c'est que le jugement de la société, notre jugement sur les gens qui consomment des drogues, c'est pire que les effets négatifs à moyen et long terme des drogues elles-mêmes. Écoute, là, on se rappelle de Joyce Echaquan qui s'est fait insulter parce qu'elle était pseudo-droguée ou je sais pas quoi. Une personne qui est consommateur, qui s'en va à l'urgence, qui s'en va à la pharmacie, ben, elle se fait regarder de travers très souvent. Qu'est-ce qui arrive? Ils vont pas à l'urgence. Qu'est-ce qui arrive? Leur est en pire. Qu'est-ce qui arrive? Ben, on les prend quand ils sont au pire de leurs conditions. Puis là, le système de santé est obligé de dépenser beaucoup d'énergie, d'argent et de soins pour essayer de remettre sur pied une personne dont on aurait dû s'occuper avant. Mais on s'en est pas occupé. Pourquoi? Parce que la criminalisation enchaîne, amène un jugement très, très fort. Puis comme me le dit Martin Pagé, je pense que c'est Martin Pagé, le DG de Dopamine, là, qui est un organisme qui s'occupe des personnes qui consomment, il dit, moi, si je te dis que je vais prendre un verre en fin de semaine, tu vas me dire, hey, ben, vas-y, tu sais, tant mieux pour toi. Puis, si par contre, je te dis, bon, ben écoute, je vais prendre de l'héroïne en fin de semaine, oh, pelaille. Là, c'est plus la même ball game, comme on dit là. Là, je vais le juger. Oui, je vais le juger, c'est sûr. Et c'est en nous, puis c'est quand tu regardes l'origine de la criminalisation des drogues que tu tombes sur le dos. Je veux dire, écoute, je vais pas tout raconter. Non, c'est ça que j'allais dire, puis je suis content que tu t'arrêtes. Mais la décriminalisation, on l'a fait, hein? Le pot, le marijuana, c'est décriminalisé. Ça va changer la culture. Tu sais, si quelqu'un te dit, bon, je vais fumer mon petit joint, tu vas pas le juger. Mais c'est ça. Le jugement, c'est ce que j'ai découvert le plus à travers ce sujet-là. À quel point le jugement qu'on porte fait mal. Et Pierre, on n'aura pas le temps de passer à travers tous les 6 épisodes, mais s'il y en a un aussi sur lequel je veux t'entendre, c'est le droit à l'avortement. Ah, oui. Ça aussi, ça a été un épisode où tu en as entendu des choses. Ça va peut-être avoir l'air drôle, ce que je vais dire. Tu sais, j'ai 73 ans, hein, et l'avortement, c'est un sujet comme québécois qu'on connaît depuis notre jeunesse, là, bon. Et intellectuellement, je comprenais les femmes réclamant le droit à l'avortement. Intellectuellement, je comprenais ça. Mais quand on a eu la réunion avec les gens de Médecins du Monde et avec Manon Ourdin, qui est cette personne qui t'explique l'avortement sur la planète, écoute, c'est un livre ouvert, cette femme-là, c'est extraordinaire. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti, puis je m'excuse les filles de le dire, là, vous allez peut-être me trouver vieux bonhomme, je m'en fous, j'ai senti dans mes tripes que la volonté d'interdire l'avortement, c'était directement une volonté de contrôler les femmes, de contrôler le corps des femmes. J'avais jamais senti ça à ce point-là. Ça m'a frappé là lors de cette réunion. Tu sais, on prépare nos sujets avec Médecins du Monde, on discute des angles, puis là après ça nous autres on part puis on fait le travail qu'on a à faire. Mais lors de cette réunion-là, ça m'a particulièrement frappé. Et ce qu'on découvre dans cet épisode-là, mais je veux pas que tu commandes trop parce que faut vraiment que les gens l'entendent, c'est le fait que, malgré le fait que nous, on pense que la question est réglée chez nous, ici, on est loin de ça. Bruno, il y a des projets de loi privés qui sont présentés par des députés au Parlement d'Ottawa. Le dernier en date, 2023. Bruno, ça fait moins de 2 ans. Un projet de loi. Dans le fond, ce que ça voulait faire, ce projet de loi-là, c'est dire, si tu attaques une femme enceinte, c'est un facteur aggravant. Pourquoi? Parce que cette femme est porteuse d'une personne. Donc, tu vois que c'est une brèche qu'on veut tenter. Écoute, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il faut rien prendre pour acquis. Pensons à ce qui se passe en ce moment au sud de la frontière.
Pierre, est-ce que tu sors de cette production-là changé? Ben, comment je te dirais? Convaincu, encore plus. Tu vois, on a fait l'itinérance, on a fait les personnes en situation d'itinérance. Et ça m'a convaincu. Tu vois, moi, ça fait quoi? Je dis ça, ça fait 2 générations que je regarde ce qui se passe dans la société. Les groupes communautaires, là, c'est la différence entre le chaos et ce qu'on vit maintenant. Ce qu'on vit maintenant, c'est pas encore le chaos. Là, il va y avoir un décompte, là, en avril, qui va se faire du nombre estimé là, de personnes en situation d'itinérance au Québec. Je pense qu'on va tous tomber de nos chaises. Le dernier décompte parlait de 10 000. Là. Je pense qu'on va tomber de nos chaises. Évidemment, on attend le mois d'avril pour le savoir. Tu sais, là, les solutions miracles en itinérance, il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Il y a des solutions, mais ces solutions demandent des courages politiques, comme prendre les mesures structurelles, créer du logement, s'organiser. Bon, ça demande un courage politique infini puis des investissements. Les gens sont pas prêts à faire ça. OK. Qu'est-ce qui reste? La seule frontière qui reste entre le chaos et ce qu'on vit actuellement, c'est les groupes communautaires. Et moi, je suis allé chercher une personne qui a un peu inventé le travail de rue à Québec et qui est maintenant une chercheuse à l'Université Laval qui m'a dit, il faut absolument pérenniser le financement de ces groupes populaires-là. Ils passent la moitié de leur précieux temps à chercher des sous alors qu'il serait pas mal mieux pour nous. OK, là, je suis égoïste, là. Je pense même pas aux personnes en situation d'itinérance. Il serait pas mal mieux pour nous, et bien sûr pour les personnes en situation d'itinérance, d'utiliser leur précieux temps à s'occuper des gens. Puis, j'ai rien contre la fonction publique québécoise, mais il y a rien qui va remplacer un travailleur ou une travailleuse de rue qui est capable d'appeler les gars puis les filles par leur petit nom, de ne pas les juger, parce que eux, ils sentent le jugement. C'est comme dans la consommation de drogue, là. Personnes itinérantes sont jugées à mort, tu sais, puis ça peut être n'importe qui, là. Il y a plein de gens qui se retrouvent dans la rue, là. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour payer le maudit loyer de 1400, 1500 $ pour un 2,5, là. Ben, ils se retrouvent dans la rue, ces gens-là. Puis nous, on porte des jugements là-dessus, mais les intervenants des groupes communautaires ont cette merveilleuse capacité à s'ouvrir humainement et à ne pas porter de jugement sur les clientèles dont ils s'occupent. Et ça, là, c'est précieux, mais il faut protéger les groupes communautaires. Absolument. Pierre, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je rappelle que tu animes la série intitulée Un monde en santé. C'est présenté par Médecins du Monde. On peut le retrouver sur le site de médecinsdumonde.ca et vous pouvez également le retrouver sur Apple Podcast, sur les plateformes Spotify et compagnie. Pierre, merci d'avoir partagé cette odyssée avec moi comme animateur et puis je te dis à bientôt. Merci Bruno. Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, vous n'êtes pas sans savoir qu'un grand titre de la maison Ubisoft sortait cette semaine. C'est la franchise d'Assassin's Creed qui avait droit à un nouveau chapitre avec Assassin's Creed Shadows. Déjà, ça c'était une grosse nouvelle, mais ce qui est encore plus intéressant pour nous ici, c'est que ce nouvel opus de la collection a été produit ici au Québec par le studio d'Ubisoft Québec. Et pour nous parler de cette aventure, on va aller rejoindre immédiatement à Québec le directeur de jeu, le game designer d'Assassin's Creed Shadows. Bonjour Charles Benoît. Bonjour. Charles, quand on embarque dans un projet de cette ampleur-là, avec une franchise aussi connue, qui a eu tout au long de sa carrière d'aussi bonnes critiques, qu'on sait qu'il y a des millions de gens qui attendent de jouer à la nouvelle aventure, comment on aborde l'élaboration, le développement d'une nouvelle aventure? Premièrement, ça dépend beaucoup du setting qu'on utilise. Donc là, c'est le Japon féodal. On s'inspire de ce que l'histoire a à nous donner, des fantaisies que ce setting-là nous offre. Donc nous, c'était le samouraï et le shinobi principalement. Et aussi, on s'inspire aussi de tout ce qu'on a fait dans le passé pour prendre ce qui était le mieux puis corriger ce qu'on trouvait qui était amélioré. Puis à partir de là, vous avez décidé de créer une toute nouvelle aventure dans cet environnement-là? Oui, exact. Donc, avec le Japon féodal, ce qu'on a pris comme partie, c'est la partie un peu plus
le Japon, comment qui a été transformé par Oda Nobunaga. C'est un des événements historiques qu'on trouvait les plus intéressants, les plus tumultueux aussi, avec les gros châteaux, les batailles de samouraïs. On trouvait qu'il y avait un bon mix entre la politique, l'action, tout ça. Puis nous, on vient greffer un peu notre histoire d'assassin à travers tout ça avec des personnages intéressants. Ça a été quoi le défi dans cette édition-ci? Le gros défi, nous, on voulait vraiment avoir nos deux piliers principaux, donc le combat et la furtivité en même temps, exprimés à travers deux personnages pour rendre ça plus clair pour le joueur. Puis c'est tout un défi, là, créer un jeu pour deux personnages en même temps, parce qu'on veut que le joueur soit capable de changer, on veut pas qu'il soit non plus pénalisé s'il utilise plus un que l'autre, on veut que l'histoire fonctionne en même temps, donc c'était un bon challenge pour nous. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un joueur va décider de prendre un personnage plutôt qu'un autre? Moi, je vois deux choses. Il y a la partie gameplay principalement, donc les joueurs qui sont plus action, ils vont vouloir faire beaucoup de combats, puis Yasuke, il est plus avantagé pour ça, donc je pense qu'ils vont aller un peu plus pour Yasuke. Mais je pense qu'il y a une grosse partie qui sont des fans d'assassins aussi, qui aiment la partie stealth, assassinat, toute la partie parcours, et Naoe a été fait vraiment pour ça. Fait que je pense qu'il y a une grande partie de joueurs qui va aller vers Naoe aussi à ce niveau-là. Il y a aussi les joueurs, et je fais partie de ces gens-là, qui aiment profiter des environnements que vous créez. Donc, quand vous vous retrouvez à recréer des environnements, avez-vous l'impression que maintenant la pression est encore plus importante, sachant que vous avez levé la barre probablement la plus haute dans l'univers du jeu vidéo avec d'autres titres de la même franchise que vous avez fait, et là maintenant vous abordez la civilisation japonaise? Oui, on sent la pression, surtout avec plus qu'on avance dans les nouvelles générations, plus qu'on est capable d'ajouter du détail puis de la fidélité graphique. On s'est fait quand même beaucoup accompagner tout dans notre développement par des historiens, par beaucoup d'experts aussi. On avait des vieilles cartes aussi de châteaux qu'on s'est vraiment inspiré pour essayer de reproduire, trouvant la meilleure balance entre qu'est-ce qui est historique, éprouvé et ce qui est le fun aussi côté gameplay. Donc, trouver cette balance-là, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore sur pied là aujourd'hui, qu'on peut visiter. Quand on est allé au Japon, on a vu beaucoup de ces choses-là. Donc, il faut être le plus fidèle possible. Qu'est-ce qui, selon vous, va faire plaisir aux joueurs qui reprennent cette nouvelle aventure? Ça va être quoi la première chose qui va venir les chercher? Quand on introduit le jeu, on introduit les deux personnages et assez tôt, le joueur va... c'est pas un gros spoiler parce qu'on le voit un peu, mais va être introduit par tout le concept d'assassinat, la Hidden Blade qui fait son retour qu'on n'avait pas dans Odyssey. On l'avait dans Valhalla, mais toute cette dynamique assassin-templier qu'on ramène, puis qu'on ramène beaucoup le stealth vraiment à l'avant-plan avec Naoe, qui était un peu disparu ou mis un peu plus de côté avec nos dernières RPG. Donc, c'est vraiment le stealth qui est en avant-plan. Je ne peux pas vous parler et ne pas vous poser des questions par rapport à l'intelligence artificielle dans cette édition-ci. Ça fait longtemps que vous l'utilisez dans vos jeux, mais dans cette nouvelle livraison où l'intelligence artificielle a été utilisée particulièrement, parce que je sais que Ubisoft, vous faites beaucoup de travail de développement, de recherche, avec la Forge notamment. Qu'est-ce que vous avez utilisé de vos nouveaux outils? Principalement, l'intelligence artificielle est utilisée pour supporter le développement. Donc, c'est plus pour aider les concepteurs à trouver des problèmes. Donc, s'il y a des... je suis un peu technique là, mais le road network qui connecte un peu toutes les routes ensemble qui permet au NPC de trouver leur chemin. S'il y a des erreurs, c'est identifié par l'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle qui aide aussi à... On fabrique nos recettes, mettons, pour tout ce qui est gazon, arbres et tout ça, puis l'intelligence artificielle peut peupler le monde un peu plus, puis après ça, nos artistes peuvent venir peaufiner tout ça, mais une partie peut être faite comme par l'intelligence artificielle, ou sinon, c'est du retargeting d'animation pour être sûr que si on change le squelette, comme Naoe est plus petite, c'est notre plus petit assassin, que les animations viennent s'adapter et qu'on n'a pas une job de bras nécessairement par tous les animateurs. Fait que c'est des choses comme ça là, pour supporter le développement.
De quoi vous êtes le plus fier de ce jeu-là? C'est une bonne question. Personnellement, ce que je suis le plus fier, c'est que la vision qu'on avait de base de ce jeu-là, c'est quand même long faire un jeu, ça a pris 4 ans. La vision de base qu'on avait est pratiquement intégrale à ce qu'on a livré. Donc, on regarde des images qu'on avait fait au début ou des vidéos pour montrer un peu les ambitions qu'on avait. Puis, quand on regarde le final, c'est encore mieux que ce qu'on espérait. Donc, ça, c'est comme une grande fierté pour moi. Et qu'est-ce que ça dit du Studio de Québec? Le Studio de Québec, je pense qu'on se démarque bien dans Ubisoft, mais aussi dans les studios mondiaux. Là, depuis Syndicate, là, depuis 10 ans, on a livré 4 gros jeux AAA. Donc, je pense que ça montre bien qu'on est capable de produire des jeux de qualité. Charles Benoît, merci beaucoup de votre temps, puis je vous souhaite des mois et des mois et des mois de succès et de bonnes critiques pour votre jeu. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. On va rester à Québec pour parler de leur printemps qui sera très numérique en fait de conférences et de rencontres. Cette semaine, il y a eu l'annonce de la programmation de l'événement Interface qui vient en quelque sorte prendre la relève du WAC qui est disparu l'an dernier. Pour nous en parler, on va aller rejoindre la cofondatrice et directrice générale de Capital Numérique qui organise à la fois les rendez-vous numériques et Interface. Bonjour Caroline Labré. Bonjour Bruno. Caroline, cette semaine, grosse annonce. Vous avez présenté la programmation de Interface. Comment vous prenez ça? Parce que puisqu'il y a un nouveau titre, je me dis que c'est l'occasion de faire des changements, c'est l'occasion de revoir l'expérience. Comment vous voyez cette nouvelle édition? Cette nouvelle édition-là, on la voit un peu comme la renaissance, un retour aux sources. Donc, oui, on a la possibilité d'aller de l'avant avec des gros changements, mais on s'est dit, tu sais, on a un bel événement qui fonctionnait déjà très bien. On veut pas non plus le dénaturer. Ça demeure un événement pour les professionnels du numérique. Donc, l'aspect des conférences demeure essentiel. C'est le point central de cet événement-là. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'ajouter des sujets qu'on abordait peut-être un peu moins dans les années passées, notamment les compétences transversales, les fameuses soft skills. Oui, on peut être des employés, des professionnels performants, connaissants, mais le savoir-être est d'autant plus important, puis on doit avoir des bonnes relations avec les collègues, bien travailler en équipe. Donc, les soft skills, c'est un sujet qui va prendre un peu plus de place, comme la créativité numérique. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les technologies pour innover, pour produire des choses, pour créer le web. Et un autre sujet qu'on va amener cette année, c'est l'intelligence artificielle, bien évidemment. Avant, cette thématique-là était au sein d'une thématique déjà existante, mais là, cette année, ça vient à part entière dans l'événement. Donc, on va vraiment avoir la programmation, mais on va pouvoir aussi avoir quand même des activités différentes aussi qui vont venir un peu changer les façons de réseauter à Interface. Quand vous dites les façons de réseauter qui vont changer un peu, où va être le changement? Cette année, on s'est dit qu'on allait ajouter des cocktails déjeunatoires. Donc, oui, le Web à Québec était connu pour ses 5 à 7 assez festifs, mais c'est pas tout le monde qui peut rester des fois les soirs après le travail pour réseauter, pour échanger avec les collègues. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire des moments de réseautage le matin. Donc, avant de commencer les journées de conférence, les gens qui connaissent pas beaucoup de gens dans l'industrie, qui veulent s'intégrer ou qui veulent se donner rendez-vous plus tôt avec des collègues, dès 7h30, on va ouvrir les portes du terminal pour que les gens puissent aller prendre un café, prendre un mimosa aussi, s'ils le souhaitent, pour justement commencer à réseauter en début de journée, se faire des amis pour la journée, puis ainsi de suite, terminer la journée à 5h après les conférences, puis retourner avec la marmaille à la maison, avec les activités qui doivent avoir lieu. Donc, ça nous permet justement de bonifier le volet réseautage de l'événement. L'an dernier, je dirais presque à pareille date, on a eu des sueurs froides parce qu'on avait l'impression que le tapis glissait en dessous des pieds, que ces traditions-là que vous aviez mis en place, le rendez-vous numérique et le WAC,
ça disparaissait. C'est comme si on perdait un phare dans la nuit. Puis l'été qu'on vient de passer, il y avait une bonne nouvelle et ça allait poursuivre. Mais avez-vous l'impression que cette édition-ci de l'interface, qui est la première édition de l'interface, il y a aussi une symbolique là-dedans? Je pense que oui. Puis la symbolique que je vois, tu sais, je le disais un peu au début de l'entrevue que c'était une façon pour nous de revenir aux sources. Donc, l'événement était rendu très gros au point qu'on se questionnait, est-ce qu'on veut encore continuer à le faire grossir? Est-ce qu'on a atteint sa pleine capacité puis qu'on est satisfait comme ça? Mais je pense que, tu sais, on a toujours dit que c'était un événement qui avait été créé par et pour la communauté, mais je pense que ça a été l'opportunité parfaite pour se dire, si ça fonctionne pas, c'est un message que la communauté va nous avoir dit, mais si ça fonctionne, c'est aussi un message que la communauté va nous avoir dit. Puis, avec la vague de soutien qu'on a eue l'été dernier, c'est un peu la prémisse de Capital Numérique, puis de la suite et de la nouvelle mouture de ces événements-là. Tu sais, on a réussi à mobiliser quand même tous les bénévoles qui étaient là dans les dernières années. Interface, c'est un événement, c'est pas des employés, c'est des bénévoles qui mettent de leur temps parce qu'ils font l'événement auquel ils ont envie de participer en tant que professionnels du numérique. Donc, je pense que ça l'a juste prouvé que cet événement-là pouvait survivre à pas mal n'importe quoi, puis que cette communauté-là est assez forte pour se relever parce qu'elle se tient les coudes, puis c'est ça qu'on avait envie d'entendre comme message aussi. En tout cas, il va falloir attendre le 27 Exactement. Pour dire que vous avez envoyé un beau message, mais déjà là, en présentant la programmation, en voyant ce qui est là, il y a un début de message qui est envoyé. Mais avant Interface, il y a, puis dans la tête des gens, des fois, là, c'est pas toujours clair, avant, du 8 au 10 avril, il y a le rendez-vous numérique. C'est le milieu des affaires qui rencontre le milieu numérique? C'est le milieu des affaires et le milieu et les gens qui font des affaires dans le numérique qui s'y rencontrent. Donc, comment qu'on les distingue, c'est souvent que on va dire que le gestionnaire va aller au rendez-vous numérique. Donc, il va aller voir c'est quoi les prochaines tendances, c'est quoi les enjeux qu'il doit avoir dans ses angles morts pour justement s'assurer que son organisation est pérenne, qu'il voit venir s'il y a des nouvelles réglementations, s'ils sont au courant des réglementations, puis de suivre les nouvelles tendances et de se former, bien évidemment. Mais on va vraiment aller faire du développement des affaires à cet événement-là autour d'un contexte de réseautage. Alors que Interface, c'est vraiment un événement de formation à proprement parler. C'est boîte à outils. Exactement. Donc, on ressort d'Interface avec des choses concrètes. On est capable justement d'aller dans des sujets qui sont vraiment plus niches puis vraiment plus poussés. Donc, on va y aller vraiment, c'est plus un deep dive dans des sujets qu'on va aborder. Puis, tu sais, souvent quand que je regarde les personas, tu sais, le patron va aller à rendez-vous numérique, mais il va envoyer son équipe se faire former. Tout le reste de l'équipe va à Interface. Puis là, le patron va suivre Interface parce que moi aussi, je veux faire partie de l'équipe. Fait que c'est souvent comme ça qu'on les distingue. Mais rendez-vous numérique, il y a quand même beaucoup de sujets. Là. Je regardais cette année, vous parlez déjà de 60 conférences qui vont être présentées. Absolument. Donc, rendez-vous numérique, on travaille vraiment à la programmation sur des verticales qui sont des industries. Donc, ça nous permet justement de concentrer, par exemple, les gens qui sont touchés par l'industrie 4.0 le mercredi. Donc, ils vont venir. Les autres sujets des thématiques de la même journée vont être quand même complémentaires pour qu'on soit capable de voir, les gens en industrie 4.0 ont intérêt à parler avec les gens qui travaillent en technologie et gestion pour optimiser justement leur façon de travailler. Donc, ça nous permet vraiment de créer des maillages qui seraient peut-être un peu improbables au départ, mais qui vont faire en sorte que des belles collaborations vont ressortir de là. Donc, on a 10 thématiques différentes au rendez-vous numérique sur 3 jours. Puis, ça nous permet justement d'aller dans des sujets autant comme la fracture numérique dont on va parler le mardi dans notre thématique ESG, qu'on va aller parler justement des risques des cybercrimes dans notre thématique en cybersécurité. Dans les deux cas, est-ce qu'il reste encore de la place? Oui, il reste encore de la place. Donc, on s'attend à avoir environ 500 personnes par jour dans le terminal de croisière. Puis, il nous reste encore de la place. Donc, on a des billets journaliers, des billets accès complet. Donc, les gens peuvent vraiment faire leur horaire comme bon leur semble. Donc, oui, il nous en reste encore. Puis, Interface, même chose. Et si on veut avoir plus d'informations, voir la programmation, voir qui va être là, et puis, évidemment, en profiter pour acheter sa place, on va où? Pour rendez-vous numérique, on va au rendez-vous-numérique.com, tout d'un bout. Puis Interface, on va sur interfaceqc.com.
capitalnumérique.com. Caroline Labrie, vous êtes cofondatrice et directrice générale de Capital Numérique qui coordonne ces 2 rendez-vous du printemps. Je vous remercie. Je vous souhaite surtout bonne chance parce que là, vous êtes dans l'organisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Au revoir. Le podcasteur lui-même, Stéphane Berthomet, vient faire son tour cette semaine pour nous parler d'un mouvement canadien qui pourrait peut-être inspirer la podcastosphère québécoise et il nous parle également d'une nouvelle série de balados présentée par le DPCP. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de mon carnet, bonjour Bruno, c'est Stéphane Berthomet pour la chronique du podcastologue. Une chronique qui s'est inspirée d'un partage que tu as fait Bruno sur les réseaux sociaux, le partage qui nous a conduit à découvrir que le milieu canadien du podcast est en pleine réflexion pour essayer de faire identifier et mieux valoriser les productions locales face à la domination des contenus américains. Alors c'est un défi qui a été lancé par Terry O'Reilly, une grande figure de la radio canadienne, qui a lancé une initiative qui s'appelle « Chercher la feuille », je l'ai traduit librement en français, la feuille, il s'agit de la feuille d'érable, et il propose une solution toute simple qui est celle d'intégrer une feuille d'érable rouge sur les vignettes des podcasts canadiens pour les identifier comme tels. Alors c'est une solution qui a déjà été adoptée par plusieurs podcasts canadiens et notamment des podcasts de True Crime pour les rendre visibles et les identifier comme des balados de chez nous. Cette stratégie, elle s'inscrit dans le contexte qu'on comprend bien. Les Canadiens ont de plus en plus de mal à faire identifier leur contenu à travers les applications de diffusion, Apple Podcasts, Spotify, qui mélangent allègrement les contenus américains anglophones avec les contenus canadiens anglophones. Donc ce Made in Canada est destiné justement à se différencier de nos amis. Alors, c'est une initiative qui est intéressante, elle est même très séduisante et cette idée, elle pourrait de façon très intéressante être transposée au Québec d'ailleurs, puisqu'on pourrait utiliser la fleur de lys sur les podcasts québécois pour les identifier comme des podcasts québécois francophones, mais elle reste quand même symbolique parce que finalement, la véritable sélection, elle se fait à travers les applications qui elles-mêmes mettent de l'avant les contenus, comme Apple Podcasts, Spotify ou Amazon, pour qu'elles mettent en avant, à travers leurs algorithmes, les contenus différents. Et si je parle des contenus francophones québécois, là, il y a vraiment un effort à faire de la part de ces plateformes, même si certaines d'entre elles, comme Amazon par exemple, ou Apple Podcasts, se sont un peu mis à faire ce travail il y a quelque temps. Alors, c'est sûr que le secteur du podcast canadien, et en particulier celui du Québec, il fait face à des défis. On est dans un marché qui est quand même limité. La publicité est en train de devenir un vecteur de développement de plus en plus important, mais il reste quand même que la publicité reste très largement investie sur des médias traditionnels et donc aussi que les grosses agences publicitaires qui connaissent mal le milieu du balado ont du mal à diriger les investissements vers des contenus plus indépendants, qui représentent pourtant une grande partie de la production et de la création de contenus au Québec et au Canada. Alors, tous ces enjeux-là, évidemment, ils nous amènent à vouloir différencier, à vouloir mettre de l'avant les contenus canadiens et québécois. Alors finalement, cette initiative, elle est bien sympathique, celle de mettre une feuille d'érable rouge sur des contenus canadiens. Moi, je promeus l'idée de mettre une feuille de lys ou le fleur de lysée, le symbole du Québec, sur les vignettes des contenus québécois francophones. Alors voilà, je vous lance cette idée, chers podcasteurs, podcasteuses québécoises, si on mettait une fleur de lys sur nos vignettes de balado, on pourrait s'identifier comme des contenus québécois, puis peut-être gagner un petit peu plus de visibilité dans l'univers francophone qui, ne l'oublions pas, est composé de plusieurs centaines de millions d'auditeurs potentiels. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler dans cette chronique, c'est une nouvelle un petit peu surprenante et quand même très intéressante. C'est celle du lancement par le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, donc le bureau au sein de l'État québécois qui est chargé des poursuites criminelles. Eh bien, c'est le lancement d'un balado qui s'appelle tout simplement DPCP, dans lequel un procureur fait des entrevues et mène des discussions avec d'autres procureurs du bureau du DPCP au sujet d'affaires emblématiques sur lesquelles
lesquelles ils ont travaillé. Des entrevues qui sont loin d'être formelles, puisque on y évoque l'implication personnelle, émotive, et même la façon dont certaines affaires ont été vécues par les procureurs du DPCP. Alors pour celles et ceux qui s'intéressent à l'univers de la justice, ça va être un accès vraiment intéressant à ce qui se passe dans la tête des procureurs de la couronne, et c'est un accès, il faut le dire, qui est plutôt original, parce que c'est bien la première fois qu'il y a un balado sur ce sujet avec des invités qui sont au cœur justement de cet organisme-là, à la direction des poursuites criminelles et pénales. Alors voilà, je vous laisse sur cette actualité, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis que l'audio soit avec vous. Cette semaine, Stéphane Ricoul semble vouloir nous préparer à cette vague de robots humanoïdes qui va déferler sur nous sans que nos entreprises soient forcément prêtes à les accueillir. Au fil des décennies, nous avons souvent entendu dire que l'automatisation et la robotique allaient bouleverser nos modes de production et transformer nos industries. Il ne s'agissait pas seulement de remplacer des tâches manuelles répétitives, mais plus largement de repenser l'organisation de nos entreprises et de nos sociétés autour de l'humain, soutenu par des technologies toujours plus performantes. Aujourd'hui, la réalité dépasse les prédictions les plus audacieuses. Des robots humanoïdes apparaissent sur le marché, prêts à prendre part à nos activités quotidiennes, que ce soit dans les secteurs manufacturiers, les services ou même la santé. Leur arrivée imminente suscite l'enthousiasme, autant que l'inquiétude. Vous devinez très bien pourquoi, pas besoin de vous faire un dessin ici. Mais il y a un autre aspect qui devrait vous faire appuyer sur le bouton « Urgence » au sein de votre entreprise. Il devient clair que seul un écosystème d'entreprise agile et numériquement mature saura en tirer pleinement avantage. En résumé, il est désormais vital pour les organisations de s'engager dans leur transformation numérique pour réduire leur dette technologique et ainsi prendre le virage de l'innovation plutôt que de le subir. Je vous donne ici quelques preuves si jamais vous en aviez besoin. D'après un récent article de Reuters, la firme chinoise Xpeng, déjà connue pour ses voitures électriques, pourrait investir jusqu'à 1,38 milliard de dollars pour développer des robots humanoïdes. Une information qui n'a absolument rien d'anodin. Non seulement elle démontre l'engagement de grands acteurs technologiques à explorer de nouveaux débouchés, mais elle souligne aussi la volonté d'industrialiser rapidement ces machines d'un nouveau genre. Les robots humanoïdes, conçus pour interagir dans un environnement pensé par et pour l'humain, représentent le prolongement logique d'années de recherche en intelligence artificielle, en mécatronique et en ergonomie. Dans une optique similaire, selon le South China Morning Post, la Chine a mis à disposition du grand public un Kung Fu bot en open source. Je suis persuadé que vous l'avez tous vu en action. Les vidéos de lui ont fait le tour du monde des réseaux sociaux. Très divertissant à regarder. Seulement voilà, l'idée n'est pas seulement de présenter un robot capable de reproduire des gestes techniques, mais bien de favoriser un écosystème de développement participatif autour d'innovations robotiques. Une ouverture qui permet de mutualiser les talents, de stimuler la créativité et d'accélérer l'adoption de nouvelles technologies. Un article du Trust My Science relate même la mise au point d'un essaim de robots modulables, pouvant adopter différentes formes et passer d'un état solide à un état plus souple afin de s'adapter à plusieurs types de tâches. On entre clairement dans une ère où l'essor de la robotique humanoïde n'est plus cantonné à la science-fiction ou à quelques laboratoires spécialisés. Les démonstrations se multiplient et le rythme de ces annonces conforte l'idée selon laquelle, très bientôt, les robots humanoïdes seront réellement prêts à intégrer notre quotidien. Ils ne sont donc plus de simples dispositifs figés, mais peuvent se transformer, s'imbriquer ou coopérer à plusieurs pour réaliser des tâches complexes.
Face à ces changements, comment maintenant nos entreprises peuvent-elles se préparer? On s'entend que refuser ou simplement retarder la transformation numérique n'est plus un luxe. Toute organisation, qu'elle soit grande ou petite, doit prendre conscience que sa capacité à intégrer efficacement les nouvelles technologies dépendra en grande partie de son niveau de maturité numérique. On ne parle plus seulement d'acquérir des logiciels modernes ou de migrer ses serveurs vers le cloud. Il s'agit d'adopter une culture d'agilité où l'innovation est vue comme un atout indispensable à la compétitivité et non comme une ligne de budget secondaire. Les entreprises qui peinent à automatiser ne serait-ce que leurs processus les plus répétitifs courent le risque de voir leur dette technologique s'accumuler. Et à mesure que cette dette se creuse, il devient de plus en plus onéreux à tout point de vue de passer le cap de la modernisation. Une dette qui peut mener à la faillite, même si elle n'apparaît pas forcément dans les bilans comptables. Cela dit, même avec la meilleure stratégie technologique et des moyens financiers importants, aucune entreprise ne réussira sa transformation numérique si elle néglige le facteur humain. Or, l'arrivée de robots humanoïdes suscite naturellement son lot d'inquiétudes. Il n'y a rien de plus déstabilisant pour un salarié que de voir débarquer un collègue qui soit infaillible, capable de travailler sans faire d'erreur, 24 heures sur 24, sans vacances, sans revendication salariale. Cet écart perçu entre la capacité presque surhumaine du robot et les imperfections inhérentes à l'être humain peut nourrir une forme de stress, voire de défiance. C'est là tout l'enjeu d'une gestion de changement adaptée. Expliquer pourquoi on introduit ces technologies, quelles tâches seront réellement affectées et comment ce bouleversement va s'inscrire dans une dynamique d'évolution plutôt que de remplacement pur et simple. En gros, on parle ici de vaincre les peurs pour avancer, en faisant réaliser que le robot n'est qu'un outil, aussi perfectionné soit-il, et qu'il demeure sous la supervision et la responsabilité des humains. Et en parlant de peur, j'aimerais vous amener ailleurs. La robotique humanoïde et la transformation numérique ne se limitent pas à un enjeu strictement économique. Il y a aussi un potentiel d'impact sociétal majeur, puisque ces robots pourraient par exemple soulager le personnel soignant dans les hôpitaux, en s'occupant de tâches logistiques ou en assistant des personnes à mobilité réduite, pourraient diminuer la pénibilité et le risque d'accident dans des secteurs comme celui de la restauration ou de la construction, pourrait optimiser la production en limitant le gaspillage de matières premières grâce à des contrôles qualité automatisés et beaucoup plus précis. Des perspectives qui soulèvent des questions éthiques. Comment protéger la vie privée et les données sensibles si des robots circulent librement au milieu des humains? Comment veiller à la sécurité des utilisateurs en cas de défaillance? Comment garantir que ces technologies servent l'intérêt général et ne se retournent pas contre nous dans des logiques de surcontrôle ou de remplacement abusif des emplois? Car après tout, la parentalité de ces robots provient de géants du numérique. Et ces géants, veut pas, nous ont prouvé que leur logique était bien plus commerciale que sociétale. Voilà pourquoi la transformation numérique doit s'accompagner d'un débat responsable, impliquant les gouvernements, les chercheurs et la société civile, afin de définir un cadre légal et éthique à la hauteur de ces évolutions. Gardons en tête que les développements récents dans la robotique humanoïde ne sont pas de simples coups médiatiques. Ils reflètent une tendance lourde. De plus en plus d'entreprises, d'universités et d'institutions publiques misent sur la robotique humanoïde comme vecteur d'innovation et comme solution à divers défis, qu'ils soient logistiques, économiques et même démographiques. Pour s'y préparer, les entreprises occidentales comme orientales doivent d'abord s'assurer d'avoir des fondations numériques solides. Qu'on le veuille ou non, la décennie à venir sera celle de la course à l'intégration de cette nouvelle forme d'intelligence artificielle incarnée. Celles et ceux qui auront renforcé leur socle numérique, assaini leur technologie obsolète et fait de la gestion du changement une priorité, partiront avec une longueur d'avance. Les autres devront sans doute se résoudre à un rattrapage qui sera coûteux et douloureux. La transformation numérique est un puissant levier d'innovation managériale et de valorisation du capital humain.
En intégrant progressivement les robots dans l'organisation, en réallouant les talents et les compétences vers la recherche, la créativité, le relationnel, on fait de la technologie un catalyseur de progrès et non un symbole de déshumanisation. Ce mouvement, lorsqu'il est bien orchestré, permet de redéfinir la place de chacun dans l'entreprise, tout en ouvrant la voie à de nouveaux marchés et de nouveaux modèles économiques. Les robots humanoïdes et plus globalement l'automatisation intelligente ne sont plus une vision futuriste. Ils frappent à nos portes, littéralement. Il serait dommage de rater ce virage, et qui plus est, l'alliance de nos compétences et de l'intelligence artificielle, qu'elle soit embarquée dans un logiciel, une plateforme ou un robot humanoïde, deviendra un formidable atout, nous propulsant vers une nouvelle ère de prospérité et d'inventivité. Il me semble que j'aurais pu écrire ça de l'électricité ou de l'Internet il y a tellement longtemps de cela. Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles de UX, mais dans un contexte d'expérience spectateur. Ben oui, c'est encore une preuve que le UX, ça s'applique dans tout. Puis là, bon, il y en a qui vont on n'a dire, pas besoin de preuves, Jean-François. Ça fait des années que tu nous as convaincus. On en a encore besoin. Oui, OK. 25, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas encore convaincus. Ah, je suis sûr. OK. On les nommera pas, mais on a des noms. Et le métier, c'est beaucoup divisé aussi. Hein. Il y en a qui appellent ça le CX, il y en a qui appellent ça UX. Maintenant, on a le EX, l'expérience employée. À la base, là, c'est des méthodologies qui s'appliquent. À un moment donné, même, je pense que le nom va disparaître, puis qu'il y a des corps de métier qui vont l'appliquer, puis ça va être bien. Mais pour l'instant, faut encore le rappeler que ces méthodologies, il y a une utilité, et pas que dans le numérique. Et ici, cette semaine, on parle avec Pierre Daes, avec qui on a déjà parlé il y a je pense qu'il y a 1 an ou 2, et il nous parlait à l'époque de l'expérience dans les aéroports. On s'entend, il y a quelque chose à améliorer là, entre le moment d'arriver et le moment de prendre son avion, il y a des petits chaos. Ben ici, Pierre a travaillé sur l'expérience spectateur dans le monde du théâtre. Donc, il nous parle d'un mandat sur lequel il a travaillé sur ça. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'effectivement, encore là, qu'est-ce qu'il faut prendre la peine de faire là comme ailleurs, c'est le parcours utilisateur. Du début, à partir du moment où tu entends parler du spectacle, que tu achètes les billets, que tu arrives sur place, que tu scannes, que tu t'assois, etc. Tout ça, ça doit être considéré. On n'est pas pandémique, là. Les choses ont le droit d'être réinventées. On a eu ce moment de rupture-là, puis maintenant, on peut et on doit réinventer ces choses-là. Bon, allons réfléchir avec ton invité et toi-même. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Bye-bye. Et on va aller écouter ton invité. Et ouais, en fait, mon beau métier, si tu veux, d'accompagner des organisations, autant des villes que des hôpitaux, que plein de choses, des aéroports, dans ces beaux sujets d'expérience, où on se met en empathie, on essaie d'aider les gens qui vivent mieux. C'est joli, hein, c'est sympa, ça. C'est bon pour le monde, hein, dans un contexte actuel. Donc, on est dans... Voilà. Et en fait, ça t'amène finalement à des aventures, quoi. Ouais, je trouve ça vraiment génial d'avoir eu l'opportunité, travaillant pas mal dans le monde des aéroports, il y a 1 an. Tu connais Rideau, l'association Rideau, qui regroupe les salles de spectacle au Québec, qui est extrêmement dynamique, énergique, vraiment fantastique, et qui me demande d'intervenir pour parler de la comparaison entre un aéroport et une salle de spectacle. Donc au début, je me dis, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et je comprends que dans la table ronde de ce forum, il y avait aussi quelqu'un d'Air Canada, et puis il y avait je crois que c'était le directeur général du Théâtre de Québec, du Grand Théâtre de Québec. Où, je me dis, c'est quoi cette histoire-là? Et en fait, on s'est beaucoup amusé, parce qu'en effet, il y a des très, très, très beaux parallèles entre les deux. D'un côté... Et là, spectacle. Et en fait, tu te rends compte rapidement que c'est un petit peu le même sujet. Finalement, je sais pas, toi, quand tu vas voir du théâtre ou un show, est-ce que tu y vas parce qu'il y a tel chanteur ou telle pièce, ou tu y vas parce que tu aimes la salle? Et c'est l'ensemble. Et parfois, entre les deux, il y a, je dirais, tu peux dire, moi, j'adore tellement ce lieu, quoi. Je suis tellement heureux quand je viens de cette salle. Tu sais, comme même il me mettrait quelque chose de moyen, je suis sûr que je le trouverais bon, quoi.
parce que j'ai confiance en eux, parce que ma relation avec eux est super bonne et j'aime être là parce qu'en plus, je retrouve mes chums, d'autres abonnés avec qui j'ai l'habitude. Donc, quelque part, le spectacle est important, mais ce qui se passe au bar, ce qui se passe avant, ce qui se passe après est aussi important. Donc, en gros, toute l'idée, c'est de se dire que finalement, le parallèle qu'on a fait dans cette conférence, c'était vraiment super, c'était de dire, les deux, c'est des plateformes de décollage. Hein, donc l'aéroport d'un côté, la salle de l'autre, c'est des plateformes de décollage, sauf que l'un, on décolle vers l'ailleurs avec un joli avion, géographiquement, et l'autre, on décolle aussi vers l'ailleurs, mais plutôt en nous emportant vers des émotions, vers d'autres aventures, de trucs qu'on voit. Donc en gros, un parallèle direct et qui fait que je me retrouve, si tu veux, à accompagner là en ce moment des théâtres, pas des théâtres, des salles, et un peu partout là-bas, qui sont placés un peu partout au Québec, et avec Rideau toujours, pour les aider à mettre en route, quoi. Je veux dire, à mettre ça en route, parce que y a l'expérience, on en avait beaucoup parlé, et c'est comme UX expérience, il y a des pratiques, quoi, pour mettre en place des choses, pour écouter, pour agir, et puis là, je suis en train de les aider. Donc je suis très content, parce que si ça peut un peu aider les salles de spectacle dans le contexte, ça peut vraiment être cool. Mais ils ont des choses en commun que dans les deux cas, ils reçoivent les gens en même temps. C'est des grosses masses de gens qui arrivent pour prendre un avion. Quand on parle de quoi, 400-500 personnes pour prendre un avion. Et pour une salle de spectacle, c'est la même chose. Il y a plein de gens qui vont arriver au même moment. Donc, les services, c'est pas comme un restaurant où les gens vont arriver graduellement. Là, les gens arrivent tout d'un coup. On peut leur servir un verre de vin à tout le monde. Puis, oui, tu as 100% raison. Ouais, il y a toutes les notions de gestion de flux. Donc, qui dit gestion de flux dit orientation. Et après, derrière, en effet, comment tu arrives à gérer individuellement aussi les personnes dans ce flux qui arrive, quoi. Et je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le même, beaucoup de parallèles. Et donc, à ce moment-là, en tant que UX, nous, on doit considérer un UX total, là, la nouvelle notion qu'on entend beaucoup dans le milieu, mais un UX d'employés et un UX des gens qui viennent voir, parce qu'à quelque part, ils se croisent tout le monde en même temps, là. Ah c'est clair. On travaille justement là pour les accompagner autant sur l'expérience en soi des spectateurs, mais également leur expérience à eux. Parce que quelque part, à chaque fois, on se dit comment est-ce qu'on peut. Et d'ailleurs, si tu veux, on pourra parler un jour de l'aspect santé, où je travaille de plus en plus dans ce domaine-là. C'est encore plus frais dans le monde de la santé, quoi. Si tu t'intéresses pas à l'expérience des équipes des hôpitaux et et soignants, non soignants et tout là, il n'y a rien qui se passe, que je veux dire. C'est plus qu'ailleurs, c'est le sujet, quoi. Donc non, je trouve ça vachement intéressant. Et d'ailleurs, on l'a vu dans des organisations qui ont tenté de faire des numérisations ou de transformations numériques dont ils n'ont pas tenu compte, ou ils n'ont pas tenu compte de leurs employés, ils ont perdu des employés après. Parce que c'est pas vrai que les employés s'adaptent à tout. Si c'est des choses dont ils n'ont pas été consultés, c'est possible qu'ils vous quittent après. Donc, si on n'en tient pas compte, ça peut affecter tous les niveaux de l'organisation, là. Ouais. Mais je pense, tu vois, cette notion de se dire la question que je me pose toujours, spécialement quand on est petites organisations, est-ce que tu travailles de façon séparée l'expérience des employés et l'expérience des passagers, des spectateurs, de qui on veut? Et vraiment, et je pense qu'il y en a qui travaillent dans cette logique-là, moi je pense que les deux se travaillent en même temps. Quand un moment, si tu veux, parce que finalement, on revient à la vie quotidienne des gens, quoi. Et quand, par exemple, tu travailles sur, je sais pas, une étape de la vie du spectateur, par exemple, qui arrive dans la salle de spectacle, ok. Et puis, on lui déchire son billet ou on lui scanne son truc là, d'accord. Bon. Et là, quelque part, il y a une expérience des deux côtés. Si par exemple, il y a quelqu'un quelque part qui dit alors bon, maintenant, donc, non seulement tu vas scanner, mais en plus tu donnes un petit truc et puis tu pourrais accompagner la personne jusqu'à ça. C'est peut-être une super idée de me faire accompagner là. Mais moi qui suis le truc, si quelque part je me rends compte que finalement, non seulement je dois faire ça, en plus je dois donner un petit truc, et en plus je dois accompagner, et je reviens, je cours pour refaire le suivant, mais ça n'a juste pas de sens, quoi. Donc, quelque part, quelque part, le fait de travailler les deux ensemble, et nous, en fait, quand on travaille sur une étape comme ça, là, dans le cadre de ce qu'on est en train de faire, par exemple, on a, par exemple, sur une étape, à notre avis, là, nous qui sommes employés de la salle, c'est quoi
les attentes à cette étape précise, là où je me fais tchouk-tchouk, là, mon billet. C'est quoi finalement ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les irritants, et qu'est-ce que je pourrais faire demain pour faire vivre l'expérience de ma salle qui est, je sais pas quoi, chaleureuse, joyeuse, je sais pas quoi là. Bah, qu'est-ce que tu fais? Au-delà de faire ça, tu dis, j'ai mes cases avec là, et je dis, et de quoi moi j'ai besoin, employé, pour pouvoir livrer ces actions et ces expériences à cette étape. Et si tu fais pas ça, ben ça sera pas pérenne, ça sera pas installé. Et donc, en gros, toute l'idée, c'est d'arriver à, pour moi, c'est ça, enfin, le changement de culture pour que réellement l'expérience employée change, il faut le faire en même temps que l'expérience, en l'occurrence, celle des spectateurs. Et ça, je trouve que c'est, ouais, ça peut aider tout le monde, quoi. Et je pense que vas-y, excuse-moi. Oui, non, je voulais te poser la question, est-ce que le contexte économique a amené aussi, ou même le contexte post-pandémique, on a cette occasion, je pense, de repenser un peu les lieux publics en général. Hein? Est-ce que c'était un peu la base de ce qu'ils t'ont demandé chez Rideau? Alors, je pense qu'à l'origine, ça n'a pas directement été lié à ça. Mais dans la demande formelle, je pense qu'il y a un contexte, en tout cas, je dirais, où ça a pris quand même un temps pour que chacun, on sorte de chez nous et qu'on reste pas devant notre télé et nos séries pour retourner. Voilà, je pense que le mouvement est en route. Donc je pense que, en tout cas, il y a une première chose qui est essentielle. Ça, c'est en termes, je dirais, de présence dans les salles de spectacle au Québec. À partir du moment où tu arrives à créer une expérience marquante et forte et spécifique, tu vois, à une salle. T'as pas la même expérience dans une salle qui était historiquement une église avec des concerts rock que dans une salle de théâtre à tel ou tel endroit. Voilà. Bon. Et donc quelque part, comment est-ce que tu peux, à ce moment-là, réussir à bâtir, comment dire, quelque chose de différent et qui va permettre de créer la recommandation, la fameuse recommandation qui va faire que plutôt de dépenser des sous dans la pub, dans plein de trucs qui te coûtent très cher, d'avoir juste la petite famille qui vient et les amis qui viennent parce que c'est cool. Et en fait, c'est ça qu'on veut. C'est arriver à ce que quelque part, et je le dis très souvent, il faut que les spectateurs, ils aient leur salle dans leur cœur. C'est pas le spectateur qui doit être au cœur de la salle. C'est la salle qui doit être dans le cœur du spectateur. Et là, il y a un attachement qui fait que lui reviendra parce que ça sera sa salle préférée. Les copains, les amis, tout le monde viendra et voilà. Donc ça, je pense, c'est d'un point de vue flux et arriver après cette période de pandémie et voilà. Après, sur le côté crise, je pense qu'il y a autre chose. Il y a une notion qui est tellement essentielle, mais on en a discuté, Jean-François, ensemble, c'est que au moment où tu te dis j'ai moins de sous pour améliorer mon expérience, ok? En fait, en expérience, le sujet, c'est pas les sous qu'on met, c'est l'impact que ça a sur l'expérience du spectateur. Je prenais un exemple d'ailleurs, j'étais cet après-midi sur le coup, on a eu une première session en présentiel au Lion d'Or avec les différents théâtres qui participent, les différentes salles qui participent à ça, et là on a une session plus à distance. Et je leur disais, imaginons simplement un truc tout bête où il y a des bancs dans la salle et tu te rends compte que finalement souvent il y a une espèce de file d'attente avant encore une fois de passer et de rentrer dans la salle. Et il y a des personnes qui peuvent être un peu plus âgées et voilà. Tu prends un banc qui est décalé quelque part, tu mets ton banc, tu sais, un petit peu le long, et tu mets une affiche, chers aînés, on vous aime, prenez un petit temps de repos avant d'aller dans la salle. Tout le monde va en parler, tout le monde dit c'est trop cool, ils sont chouettes, franchement, cette salle est géniale. Et ça va être 10 000 fois mieux que tu vois la réagencement de je sais pas quoi avec 10 000 trucs qui vont se faire, quoi. Et ça, en fait, il y a un nom que tu connais certainement, la notion d'innovation Jugad, qui est l'innovation frugale. Et aujourd'hui, on peut innover, ça vient d'Inde, et il y a de plus en plus de consultants qui utilisent ça, pour se dire on peut réussir à faire des innovations qui ne coûtent pas cher, mais qui sont, si tu veux, très précisément à porter quelque chose de différent pour les clients, pour les spectateurs, ainsi de suite. Et ça, c'est très clairement dans le contexte économique. C'est des choses à faire et c'est des choses toutes simples et ça a un impact super fort.
Tu sais, la limite du truc, Jean-François, je trouve toujours, c'est que souvent, ces trucs-là qui sont des bonnes idées, parce que c'est en effet des innovations qui peuvent toucher la personne, ça devient des normes. C'est-à-dire, tu as le petit chocolat. Et qu'est-ce qui se passe quand ça devient une norme? Bah, quand tout d'un coup, pour une raison X, il n'y a pas le chocolat, tu es mécontent. Donc, non, mais ça veut dire quoi? Et tu crées finalement du mécontentement parce que tu as transformé une innovation plus en mode expérience en norme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la base de l'expérience. Il faut rester en continu, en écoute. En innovation, en amélioration. En innovation, en écoute. Et à chaque fois de se dire, bon, bah, ok, mais je comprends qu'il y a des trucs, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Et pas juste transformer comme on voit, tu sais, dans les cafés. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, les cafés français, ils sont passés, tu sais, du chocolat. Ensuite, ils ont mis le petit biscuit. Maintenant, c'est le petit gâteau brandé. En gros, ils évoluent le cadeau qu'ils te donnent, quoi. Mais ils ont pas changé le concept. Tu vois ce que je veux dire? Et l'idée, c'est de savoir, grâce à la voix des spectateurs, des clients, tout ça, remettre en cause finalement ton innovation pour repartir en création et surprendre et me surprendre toujours. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a encore beaucoup de boulot. Et Pierre, je te remercie vraiment beaucoup pour cette belle conversation aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment super intéressant. Merci. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un énorme merci à nos invités, merci à mes collègues Jérôme Colombin, Stéphane Berthomet, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous, vous êtes rendus jusqu'à la toute fin. Merci, très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et puis sinon, à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.